Alors, je vais les nommer. Je crois que Christophe Bouton est ici. Il va intervenir tout de suite. Il y a Johanny de Reyck, qui je ne sais pas où elle est, peut-être se lever, qui intervient en troisième position ce matin. Elle n'est pas encore là. Il y a Olivier Amand. Voilà. Alex, il est là, peut-être se lever, comme ça on peut le repérer aussi. Alexandre Elson, voilà. Bernadette Sauvaget. Voilà, tout au fond, peut-être se lever aussi. Et alors, on termine avec Christophe Fauré. Et il doit être... voilà, comme ça vous avez une idée, vous avez l'opportunité de les rencontrer, de les inviter à vos tables de discussion et d'échanger avec eux pendant les moments de pause, de networking, etc. Alors, bienvenue aussi à ceux qui participent à cette université d'été pour la première fois. Vous allez voir, il y a un modèle un peu particulier, parce qu'après les interventions des orateurs, je vais mettre le slide suivant avec le programme, vous verrez qu'il y a une pause qui est prévue de rencontres et de discussions entre les parrains et ses invités. Alors, ces tables de discussion, il y en a 2 ici. Vous allez les retrouver dans la cour jusqu'au numéro 20 et 26. Et puis, on va en retrouver les numéros suivants après, derrière la tente et sous le porche, mais on vous indiquera ça au moment venu. Et donc, c'est une belle occasion d'échange. Ça fait partie aussi de transmutation. Ce n'est pas que de l'écoute, mais ce sont aussi des opportunités de discussion. Vous avez également une librairie qui se trouve juste ici à la sortie qui vous permet d'acheter les livres des intervenants. N'hésitez pas à leur proposer de les dédicacer. Et donc, il y a un déjeuner networking, mais compte tenu du temps incertain, ça se passera sans doute dans la grange. Et s'il fait sec comme maintenant, vous aurez l'occasion de prendre le déjeuner sur les petites tables et les manches debout à l'extérieur. Sinon, bien, on restera dans la grange. Et c'est dans la grange aussi qu'on aura le dîner ce soir, qui se terminera, je crois que c'est important pour vous, à 22h30 précise. Vous allez me poser la question, mais bon sang, pourquoi parler du temps ? Vu le temps actuel, vu cette période de mutation et de chaos. Sans doute, c'est nécessaire peut-être parce que notre culture semble prisonnière de l'immédiateté, de l'individualisme forcené, d'Internet, des réseaux sociaux, des conflits multiples, du nez collé au guidon, du stress ou du burn-out, le tout dans un contexte inédit d'urgence climatique. Et si nous prenions le temps de nous arrêter, le temps pour réfléchir au temps long, au sens de l'histoire et au sens de notre histoire. Comme vous allez l'entendre notamment par l'intervention de notre philosophe, le temps n'est pas universel. Il demeure un mystère, une illusion, il est relatif, il est insaisissable et il est toujours lié au changement. Alors un peu plus de détails par rapport à ces différents aspects. Carlos Rovelli, qui a écrit L'ordre du temps, écrit « Le plus grand mystère, c'est bien celui du temps. Le temps ne s'écoule pas partout de la même manière dans l'univers. » Alors je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellar de Christopher Nolan. Vous vous rappelez peut-être à ce moment-là d'une scène où les astronautes ne vieillissent que de quelques heures, alors que leurs collègues restés dans le vaisseau mère ont pris 20 ans. Donc le temps est une question de point de vue. Demander quelle heure est-il, toujours dans le film, sur Alpha de Centaure, n'a aucun sens. Le temps n'existe qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, et il existe un temps pour nous, mais il n'existe pas de temps universel. Einstein l'affirmait déjà. La différence entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. Le temps est là, comme l'espace est là, mais il est relatif, jamais absolu. Notre perception du temps elle-même change selon que nous sommes un enfant ou une personne âgée, un réfugié ou un homme d'affaires, un instituteur ou un prof d'UNIF. Quel que soit son visage, le temps est inséparable du changement. Comment mesure-t-on le temps ? Eh bien, on le mesure en observant les transformations, la course du soleil, l'écoulement du sable dans un sablier, l'oscillation d'un rayon lumineux. Mais qu'est-ce qui le fait réellement avancer ? Et voilà la réponse du physicien Étienne Klein. Qu'est-ce qui fait que l'instant présent est toujours présent alors qu'il n'est jamais le même ? Et si on peut avoir une première conclusion après cet aperçu, pour nous tous, le temps, c'est la partition sur laquelle s'écrit la musique de notre vie. Il en est la trame et la fin. Notre temps est donc compté.
Marqueur de notre finitude, il peut générer l'angoisse, mais aussi susciter les plus puissants élans de vie. Alors on peut dire qu'au XXe siècle, le temps il est en train de s'emballer. Prenons l'exemple de l'écriture et de la communication. Apparu il y a plus de 5000 ans, il a fallu des millénaires pour passer du papyrus à l'imprimerie de Gutenberg, puis tout s'est accéléré. La radio, la télé, le stylo bille, l'ordinateur portable, Internet, l'IA générative. Les progrès technologiques se sont emballés, mais pas toujours en phase avec les besoins de l'humanité et de la planète. Peu à peu, l'humanité a pris conscience de son rôle dans cette destruction des conditions de vie sur Terre. Mais elle agit aussi trop lentement pour inverser ce mouvement. Pire, certains engagements climatiques sont remis en cause, alors même que les effets tangibles de la dégradation écologique et bioclimatique s'imposent. Cet emballement est aussi géopolitique, et on va le voir dans les interventions tout de suite. Ukraine, Gaza, Liban, Iran. C'est le repositionnement des empires. Souvenez-vous l'intervention de Jean-François Colossimou l'année dernière, avec la résurgence des empires, l'empire russe, l'empire turc, l'empire indien, l'empire chinois, et on pourrait dire l'empire américain aujourd'hui. Et ailleurs, créer incertitude, polarisation, déshumanisation, et tout ça fragilise nos démocraties en proie au chaos. Peut-être que ces changements et ces bouleversements profonds vont à l'encontre de notre essence profonde. Pour Amin Malouf, lui, il a un début de réponse. C'est ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le fossé qui se creuse entre notre évolution matérielle, toujours plus rapide, et notre évolution morale, beaucoup trop lente. La première ne peut et ne doit pas nécessairement être freinée, c'est la seconde qui doit urgemment s'élever au niveau de la première. Une véritable révolution des comportements est nécessaire, nous précise-t-il. Plutôt que de faire aujourd'hui un lieu de pessimisme, faisons-en un espace vivifiant de lucidité et d'enthousiasme face aux défis du monde en mutation. C'est un peu la philosophie de transmutation. Les orateurs ont été choisis pour cela. Partager une vision, une sagesse, une expérience ancrée dans le temps long. Et ils vont nous parler du temps de l'histoire, de l'accélération, du temps des guerres, du temps des cathédrales, du temps du vivant et de la robustesse, du temps qui passe à travers cette génération, et enfin du temps de notre finitude et de l'après. Alors, Christophe Bouton, qui est philosophe, va nous parler tout de suite de l'accélération de l'histoire. Le temps semble s'emballer, illusion ou réalité. Peut-il vraiment s'accélérer? Et si oui, combien d'années pourra-t-il faire tenir en une seule? Belle question. En retraçant l'histoire de cette accélération, notamment depuis l'entrée de l'Anthropocène, Christophe interrogera la possibilité ou la nécessité d'une grande décélération. Une réflexion puissante sur notre rapport au temps historique. Puis nous aurons le plaisir d'accueillir le général Frédéric Vansina, qui est pilote de chasse et chef de la défense, on abrège ça le CHOD. Il évoquera le temps des conflits. À l'heure d'une géopolitique bouleversée, la fin de la mondialisation, la recomposition des alliances, le retour du chaos, il en esquisse les conséquences pour la défense européenne. Quel tempo pour la guerre aujourd'hui? Et comment préparer dans l'urgence la sécurité de demain? Johanny de Reyck interviendra juste après. Et il est vrai qu'il y a un lien entre les deux interventions. Elle est journaliste et reporter de guerre. Elle va témoigner du temps des guerres et du vécu de l'intérieur. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, mais surtout en Ukraine, dont elle vient de rentrer. Elle racontera le quotidien des populations dans les zones de conflit, mais aussi le temps long des blessures qui ne se referment pas. Autrice de plusieurs ouvrages, elle a notamment écrit un livre sur le sort des victimes 5 ans après les attentats en Belgique. Il interviendra en anglais. Olivier Amand, biologiste et directeur de l'Institut Michel Serres, questionnera notre obsession contemporaine pour la vitesse et la performance. Face à des fluctuations qui s'identifient, se multiplient et s'accélèrent, le scientifique s'appuie sur l'observation du vivant pour recommander une autre voie, la quête de la robustesse. À rebours du culte de l'optimisation à tout prix, il va nous proposer un cadre de pensée alternatif, plus résilient, durable et sage. Alexandre Elson, il est co-CEO de la Maison d'Andois. D'ailleurs, vous verrez sur les tables pendant la pause quelques biscuits qu'il nous a apportés. Il nous emmènera au fil du temps dans une entreprise familiale fondée il y a près de 2 siècles. Comment durer sans se figer? Comment transmettre et prolonger sans se répéter? Dans un monde traversé d'incertitudes, il montrera comment une maison comme d'Andois peut incarner une forme de continuité active, fidèle à ses racines, mais sans cesse réinventée. Bernadette Sauvaget, journaliste à Libé, elle nous plongera dans le temps des cathédrales. Un temps long,
à l'échelle humaine, celui des bâtisseurs qui œuvraient sans espérer voir l'achèvement de leur œuvre, mais aussi un temps raccourci, lorsque des artisans passionnés réussissent à restaurer Notre-Dame de Paris en moins de 5 ans. Entre patience et urgence, Bernadette nous parlera de la transmission de l'élan collectif et de la foi dans le futur. Et on va terminer avec Christophe Fauré, qui est médecin psychiatre et ancien moine bouddhiste. Il abordera notre rapport à la finitude et après des décennies à accompagner des personnes en fin de vie, il va s'interroger avec pudeur et profondeur sur ce qui pourrait exister au-delà. Fort de son expérience en soins palliatifs et de ses recherches sur la conscience, il montrera le réconfort que des expériences de mort imminente procurent aux patients et partagera les travaux scientifiques qui questionnent la vision matérialiste de la conscience. Christophe nous invitera à un dialogue apaisé avec notre propre temporalité intérieure et peut-être même avec l'au-delà. Voilà le menu de la journée, qui j'espère va vous questionner, vous inspirer, nourrira vos échanges passionnants lors des tables de discussion. N'hésitez pas aussi à échanger avec les orateurs, comme je vous l'ai déjà précisé. J'espère que vous n'allez pas perdre votre temps, mais que vous allez le sublimer. Je vous souhaite à tous une très bonne 16e édition. Et voilà le temps de l'interlude avec Henri et Marguerite Delogne qui